Je suis née à Bruxelles, ma maman est belge et mon papa est originaire du Proche-Orient, d'une communauté minoritaire. J'ai grandi avec ma maman et mes frères. On a déménagé en Wallonie plusieurs fois. Je ne sortais pas beaucoup, je n'aimais pas trop le regard des gens en fait. À l'école, j'ai décroché parce que je n'avais pas une bonne image de moi à ce moment-là. Il y avait une voisine, je l'aimais bien. C'est elle qui m'a mis dans ce pétrin-là. Au début, elle n'était pas musulmane. Elle était normale, une adolescente normale. Elle sortait, elle aimait bien s'amuser. Et puis du jour au lendemain, elle a montré les camps. Elle est devenue vraiment radicale. Un jour, elle a commencé à me parler de l'islam. Moi, j'étais croyante, mais sans plus. Je ne faisais rien. Je n'avais pas la lettre. Je vivais normalement. Mais je trouvais pas la lettre. C'est vrai que c'est... Bonjour, jeune homme. Vous me reconnaissez? Ah ça. Deuxième étage, troisième fenêtre à gauche, le bloc d'en face. Vous me faites signe tous les matins. Ouais, c'est rassurant, hein, vous voir comme ça, avec votre uniforme. Et puis, vous êtes beau, hein. C'est vrai, hein? Ouais. Beaucoup plus agréable à porter qu'il n'y paraît, très léger. Ça, à part les chaussures, j'ai de l'arthrose au pied gauche, ça fait un mal de gueux. À quel dites-vous? Moi, ça les épaules. Et avec cette humidité... D'ailleurs, j'ai pensé à vous ce matin. Je vous ai préparé une petite jatte. Ça va bien, madame, mais... le règlement l'interdit. Vous ne pouvez pas boire. Bah si, madame, mais seulement pendant les pauses, hein. Et c'est quand vos pauses? Toutes les 4 heures, on se cache derrière le camion et on boit. Et vous buvez quoi? Du whisky. Mais non, madame, de l'eau, hein. Ça n'a pas l'air, mais c'est rude, hein. Vous n'êtes pas là pour rigoler, hein. Ah non, nous, madame, on est là pour protéger la patrie. Dites quelle agitation hier soir, hein. Il y avait les pompiers. Les pompiers, je suis plus très sûre, mais il y avait l'armée, l'hélicoptère, la police, les pompiers aussi, en fait. Ils étaient peut-être là pour autre chose, hein, mais ils étaient quand même là.
Une soirée et une nuit épouvantables. Ils ont arrêté des gens. Beaucoup de bruit pour rien, tout ça, madame. Avec toutes ces sirènes. Ernesto, il a disparu. Ernesto, c'est quelqu'un de votre famille, ça? Ouais, c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon cochon d'Inde. C'était le prénom de mon défunt mari. J'ai ouvert la porte pour voir ce qui se passait avec tout ce bazar. Il a filé. Il va revenir, c'est beaucoup plus calme maintenant. Je pense qu'il est allé dans les appartements du dessus. Et les appartements du dessus, c'est des... C'est des musulmans. Bonne nouvelle, hein, ça, madame? Mange pas de cochon, ces gens-là. Un cochon d'Inde, jeune homme, un cochon d'Inde. Y a personne qui mange du cochon d'Inde, hein. Je voudrais aller chercher ma petite bête, mais j'ose pas monter. Pourquoi? Mais je viens de vous le dire. C'est des musulmans. Et dans le contexte actuel, d'ailleurs, vous êtes là pour ça, hein, pour nous protéger contre tous ces gens-là. Bon, madame, je suis là pour protéger tout le monde. Alors aussi, mon petit cochon d'Inde. Vous venez avec moi, vous me raccompagnez, j'ai besoin de vous. Vous êtes la force et l'autorité. Tout ça, c'est vrai, madame, mais avec la meilleure volonté du monde, hein, ça n'est pas possible. Je suis encore planté ici pendant 2h30. Après, je dois me taper Bastogne pour aller pointer à la caserne. C'est pas que je ne veux pas vous aider, mais je dois rester ici. Vous restez. Et si ça saute? Ah, si ça saute, je saute. Vous sautez? Comme tout le monde. Mais alors vous servez de quoi? Mais à rien du tout, hein, on se tue à vous le dire. Ça c'est bien la peine. Hein? Eh ben écoutez, ça c'est les risques du métier, madame. J'ai réfléchi à quelque chose. Je vous observe là, depuis 3 semaines. Vous êtes là tous les jours, sans bouger, sans rien faire. Je vous offre une chance unique dans toute votre vie. Faire enfin une action héroïque. Aider une petite vieille en détresse. Sauver un petit cochon d'Inde. Allez, venez avec moi. Hein. Mais vous n'avez pas besoin de moi pour ça, hein, madame. Vous allez monter d'un étage, sonner chez votre voisin, dire que vous cherchez la petite bête, hein. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Et je peux même pas demander de l'aide aux voisins d'en face ou aux voisins du dessous. Ce sont tous des musulmans. Et quoi, ils ne parlent pas français? Je ne sais pas moi, hein. Je m'arrange toujours pour pas les voir, hein. Je parle pas avec ces gens-là, hein. Alors la première chose à faire, peut-être que c'est de leur demander leur nom. Leur nom? Je ne sais pas prononcer des noms comme ça, moi. Madame, c'est tout facile. Vous allez monter d'un étage, sonner chez votre voisin, il ouvre la porte, il vous dit salam alaikum, vous dites que vous cherchez la petite bête. J'ai peur. Mais il n'y a pas de raison, hein, madame. Quand la porte est ouverte, vous vous dites alaikum salam, vous récupérez Ernesto, et vous aurez même un bon petit verre de thé à la menthe. C'est pas possible. J'y arriverai jamais. Faites un effort, hein, madame. Un effort? Dans ce quartier? Regardez autour de vous. Ah ben moi, c'est devenu mon métier, moi, madame. Je fais ça toute la journée. Hein. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, je vois des gens qui vont, qui viennent, qui prennent le métro, des enfants à vélo, pas de cochons d'Inde. Regardez mieux. Y a que moi qui ai rien sur la tête. C'est Molenbeekistan ici, jeune homme. Même dans le poste en Amérique, ils l'ont dit. Oui, mais alors, si vous croyez tout ce qu'on dit dans le poste, en Amérique, alors un éléphant, ça trompe énormément, on l'a bien vu, hein. Arrêtez vos sottises, Ernesto est pris au piège. Oui, mais là, c'est mon pied gauche, là, madame, hein. J'attends que ce soit votre pause, vous me raccompagnez chez moi. Je vous ai déjà dit que ça n'était pas possible. Alors, on y va tout de suite. Rentrez chez vous. Je ne bougerai pas d'ici. Mais vous
perturber l'ordre public? Vous êtes là pour me protéger. Je suis là pour protéger tout le monde. Je reste ici. Ça, c'est ce qu'on va voir. Allez hop, demi-tour, la petite dame. Voilà, c'est par ici la sortie, en avant. J'écrirai au roi. Bonne idée! Non-assistance à personne en danger. C'est ça. Une petite vieille et un petit cochon d'Inde. Et j'écrirai même au prince Laurent. C'est ça. Quand vous aurez retrouvé Ernesto, vous me faites signe d'en face. En fait, ils croient que je suis en train de me radicaliser. Et sans vous mentir, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je sais que ça veut dire être vraiment à fond dans la religion et tout. Quoi, on n'a pas le droit de pratiquer notre religion? Ok, je m'appelle Tia, je suis née en 2000. Si quelqu'un me demande « Tu es quoi ?» Je dis « Je suis belge » et si on me demande ici, je vais dire que je suis marocaine. Je suis 50% et 50%. Dans tous les cas, c'est vrai. Ils ont ajouté il y a pas longtemps le droit d'enlever ta nationalité si t'as fait un truc bizarre. Tss, tu es ce que tu es. Tu es qui toi pour m'enlever ma nationalité? Même si on devait me retirer ma carte d'identité, je suis les deux. Je suis fière de ce que je suis. J'étais déterminée à aller en Palestine. J'étais bien à l'école jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo. C'était sur une chaîne arabe. Et ça a tout foiré. Et cette vidéo, c'était des gens qui ont dit à une personne qu'ils allaient la pendre. Et j'étais très jeune et ça m'a perturbée. C'était chez mon père. Je faisais que voir des vidéos choquantes. La presse, elle n'en parlait même pas. Ça m'a dégoûtée. Alors, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et un matin, j'en ai marre. J'ai pris mon sac de l'école, je l'ai vidé, je l'ai rempli avec des affaires, puis je suis partie. J'ai laissé la vie me guider, comme on dit. J'avais pas de plan. En gros, je suis partie sans mon cerveau. Mais si je pouvais donner ma vie pour arrêter cette guerre, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais je ne serais qu'une victime de plus. Alors je me suis dit, et ma mère, elle va faire comment? En plus, il y avait une rumeur assez bizarre qui cause de moi à l'école. Je voulais aller en Syrie avec un type, rejoindre mon cousin, et tout ce tralala. Il s'achetait des histoires. Et je ne voulais vraiment pas que ma mère, elle reste comme ça. Du coup, je suis rentrée. Ils ont classé mon dossier en tant que terroriste. Ils me considèrent toujours comme une terroriste. Pendant le procès, ils m'ont vraiment considérée comme si je suis partie en Syrie et que je suis revenue. J'avais aussi des photos et des vidéos choquantes sur mon téléphone. Mais ils n'ont pas le droit de me punir à cause de ça, parce que j'ai le droit de m'informer. En plus, c'est téléchargé sur Internet. Quand un handicapé sans cervelle va dire que c'est les musulmans, bah moi, je vais te montrer une vidéo qui choque où ce sont les musulmans les victimes. Parce que maintenant encore, c'est nous les victimes. Lorsque j'étais au palais de justice, j'avais une avocate. Elle m'a même pas parlé. Elle était occupée avec son téléphone. Ça m'a choquée. Je me suis dit, oh, tu devrais m'aider, toi. Ça m'énerve, parce qu'on est mineur, que voilà, qu'on n'a pas de bouche, qu'on ne sait pas parler, qu'on n'a pas de cerveau. Pareil combien que mon cerveau il est beaucoup plus développé que celui-là. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'une gamine de 15 ans va aller... Réfléchissez un peu. Et c'était où je devais être poursuivie par une psychologue ou un psychiatre et tout le bordel qu'il y a derrière, ou bien je devais aller en IPPJ. Enfin, j'ai choisi le psychologue. En fait, c'est juste le fait de voir l'injustice. Ça me tue. Je ne supporte pas l'injustice. Déjà, rien que ma sœur, quand elle a un biscuit et qu'elle ne le partage pas avec son petit frère, je ne lui parle plus. C'est quand par exemple, le prof, il donne cours et il sort « Israël, en Israël ». Moi, ça m'énerve et je dis « Écoutez madame, je vous dis que c'est en Palestine ». Et il y a une autre élève qui dit « Chacun son opinion ». Et je me suis énervée encore plus. J'ai dit « Ce n'est pas une question d'opinion, c'est un fait ». Et puis voilà, c'est parti en cacahuète. La soi-disant liberté d'expression. T'es libre de t'exprimer que si t'es de leur côté à eux. Vous comprenez? Ce que je ne comprends pas, c'est les gens, ils n'ont pas de respect en fait. Ce qui m'a énervé encore plus, c'est la liberté d'expression avec Charlie Hebdo. C'est pas de la liberté d'expression, c'est de la pure provocation.
Pourquoi il attaque le point faible de tous les musulmans? Pour nous, le prophète, il est au-dessus de nos parents. Mais je condamne ceux qui ont tué ces hommes. C'est vrai, ça se fait pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis Charlie. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est comme les gens, au jour d'aujourd'hui, qui disent que c'est les musulmans les coupables. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Être musulman, c'est souhaiter le bien de tout le monde. C'est ça. L'islam, c'est une religion de paix, de douceur. Pourquoi les gens, ils le prennent aussi mal? Maintenant, si je n'étais plus en colère, je ne sais pas. Je serais vide. Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. J'ai grandi avec la colère. Ce serait très difficile de l'enlever. Allez, franchement, je ne sais pas ce que je ferais. Entrez. Monsieur, vous devez absolument m'écouter. Attendez, madame, attendez. Voilà, venez. Asseyez-vous. Voilà. Prenez un petit biscuit. Je voudrais déposer une plainte. Bon, écoutez, je prends en place mon collègue qui est en dépression et on va faire connaissance, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce que puis-je faire pour vous, madame? Dites-moi. Voilà, j'ai un fils de 17 ans. Il m'a laissé une lettre, il est parti. Oh, ça arrive tout le temps, ça, madame. Ne vous inquiétez pas, il revient dans les 24 heures. Allez, chocolat coco, c'est le meilleur. Il me dit qu'il part en Syrie. C'est une blague. J'ai sa lettre avec moi. Mais il y a la guerre en Syrie, madame. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends plus ce qui se passe. Je suis désemparée. C'est le genre de choses qu'on ne règle pas comme ça, quand même. Hein. Vous avez quand même conscience que nous avons derrière nous une petite actualité qui fait que... Mais c'est bien pour ça que je viens vous voir. Vous venez tout, madame. Du quartier, j'habite ici. Je voudrais déposer une plainte. Ça prend une éternité, ces machins-là. Hein. Ça fait 2 ans qu'on nous a promis de nouveaux. Restrictions budgétaires. Ah. Ok, allons-y. Commençons par le commencement. Donnez-moi votre carte d'identité. Oh là là, mais je n'ai pas. Mais ça va pas, ça, madame. Hein. Vous êtes tenu d'avoir votre carte d'identité avec vous. Eh bien, vous êtes en infraction. Mais j'ai couru jusqu'ici. Normalement, je dois verbaliser. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Est-ce que vous comprenez, madame? Comment savoir que vous êtes bien qui vous dites que vous êtes? Eh bien, si tout le monde faisait comme vous, hein. Allez, voilà. J'ai une solution, regardez. C'est mon permis de conduire. Sur la photo, c'est bien moi quand même. Ok, très bien. Motus, hein? Parce que c'est maintenant moi qui suis en infraction. Julie Vermont, née à Wavre le 8 mars 1981, domicile 28 rue des Pâquerettes à Scarbeck.
Alors, madame, que puis-je faire pour vous? Je voudrais déposer une plainte. Et vous souhaitez déposer plainte à quel sujet, madame? Mais contre ceux qui ont enlevé mon fils. Ne criez pas comme ça, je ne suis pas sourd. Ça concerne mon fils, Arthur Vermont. Il m'a laissé une lettre, il est parti. Vous devez les arrêter. Écoutez, madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Parce que je ne comprends rien à ce que vous dites. Écoutez, on va reprendre les choses dès le début, si vous voulez bien. Ok, donc hier soir, tard dans la nuit, je rentre à la maison et je trouve une fils... je ne sais plus où j'en suis. Je trouve une lettre de mon fils sur la table de la cuisine. Tard dans la nuit, Oui. Mes journées commencent le soir. vos journées commencent le soir. Oui. Je travaille dans une société de nettoyage de bureaux, vous comprenez? Donc hier soir, je rentre du travail et je trouve une lettre de mon fils sur la table de la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites, madame, faites attention parce que là, je pourrais verbaliser pour destruction de pièces à conviction. Mais c'est nerveux. Ma petite dame, on va se calmer. On doit absolument se calmer. Mais on pourrait avancer là. Il y a une procédure, madame. Hein. On va suivre la procédure si vous voulez bien. Ah mais voilà, c'est ça la police. Eh bien voilà quoi, assise. Assise. Dites, madame, faites attention. Hein. Si vous commencez comme ça va prendre beaucoup de temps. Commencez de suivre les consignes et on devrait avancer correctement. Il veut aller aider les enfants en Syrie. Eh bien là, madame, vous n'êtes pas sortie de l'auberge. Hein. Monsieur, si je suis venu vous voir, c'est pour demander de l'aide, pas pour vous m'enfoncer encore plus. Mon fils est en danger, je suis révoltée. En danger. Certes, c'est dangereux là-bas, mais il a choisi d'y aller. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a appris de faire ça? Il a été endoctriné, manipulé. Et vous n'avez rien vu venir? Non, Vous n'avez rien remarqué? Pas de changement vestimentaire? Pas de restrictions alimentaires? non, rien. Mais il vit avec vous? Oui, bon, Arthur passe beaucoup de temps tout seul, mais c'est... Enfin, il a 17 ans, c'est plus un bébé tout de même. Attends. L'autorité parentale, c'est jusqu'à 18 ans, madame. Vous êtes toujours responsable de votre enfant. Mais je vous ai expliqué, je travaille la nuit, on fait ce qu'on peut tout de même. C'est exact. À chacun sa croix. Mais s'il vous plaît, là, monsieur. Mais est-ce que vous comprenez que vous auriez dû mieux le surveiller? Vous communiquez toujours par petit bout de papier? Il vous arrive de discuter avec lui? Bah, bien entendu. Mais ces derniers temps, les choses étaient tendues entre nous parce que son dernier bulletin était très mauvais et moi je voulais qu'Arthur s'implique plus dans ses études. Le décrochage scolaire, ça c'est le début de la fin. Elle ne part pas dans tout ça. J'étais plus de contact avec lui, il n'a jamais reconnu son fils. Et il est où maintenant? Il est en Allemagne, il a une femme et 2 autres enfants. Quel est son nom? Oumar Husseini. Omar Husseini. Et il est... D'origine syrienne, si c'est ça que vous voulez savoir. Et vous êtes sûr qu'il n'est pas en Syrie, que votre fils n'a pas allé le rejoindre? J'en suis sûre. Comment pouvez-vous le savoir? Vous n'avez plus de contact avec lui. Je le sais, c'est tout. Dites, madame, où vous voulez vraiment de l'aide. Et vous me dites réellement ce que vous savez, ou on arrête ici. Bon, ok, voilà. J'ai été voir son profil Facebook. Là, en ce moment, il est en vacances en Espagne avec sa femme et ses 2 gosses. Ça vous suffit? C'est bon, madame, c'est bon. C'est bon. Vous savez, parfois, je constate que les parents ne disent pas tout. Et du coup, ça retarde l'enquête. Mais... on est bien là, hein. Le père en Allemagne, la mère ici, le fils en Syrie. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir une enquête. Vous allez poursuivre ceux qui ont regardé mon fils. Ce n'est pas aussi simple, madame. Ce n'est pas aussi simple. Et si votre fils a choisi de s'allier avec ces gens-là, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été amené de force, hein. Si? Bah non, mais il a besoin d'aide, là. Il avait surtout besoin d'aide avant d'y aller, madame. Et puis, on ne fait pas grand-chose contre ces gens-là. Ils sont très, très vicieux, vous savez. Oh, ça suffit. Vous allez acter ma plainte, oui ou non? Vous allez acter ma plainte? Et dites, attention, madame, assise. Assise. Parce que c'est votre fils qui est parti en Syrie et qui risque de venir poser des bombes ici. Et c'est vous qui portez plainte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre plainte? Que vous n'avez pas su gérer votre enfant correctement? Qu'il a été à l'école un peu comme ci, un peu comme ça?
Eh bien, on peut se demander qui est réellement en danger, hein, entre votre fils et la société. Moi, je vous dis que mon fils est innocent. Vous me parlez de lui comme s'il était entouré par un réseau de terroristes. Justement, madame. Voilà, ce n'est pas de mon ressort. Voilà ce que je vous propose. Je vous envoie chez mes collègues de l'antiterrorisme et ils vont reprendre le relais. Alors, si vous avez le moindre contact pour votre fils, si vous trouvez des noms, des pseudos, des documents, vous leur communiquez absolument tous les détails. Fouillez, tiens, fouillez. Dans son ordinateur, dans ses vêtements. C'est une question de sécurité nationale, tout ça, vous savez. Alors, vous allez aller 3e bureau à gauche et ils vont reprendre la procédure à 0. Ne vous inquiétez pas, ils vont bien s'occuper de vous. Bonne journée, madame. Émilie, il faut qu'on parle. 5 minutes. Non, c'est urgent. Où est Kenza? Je termine mes corrections, les dissertations d'examen. La liberté de penser peut-elle se passer de liberté d'expression? C'est un beau sujet, non? Je te parle de notre fille, là. Tu n'as rien remarqué d'anormal dans son comportement? Non. Enfin, Émilie, ça crève les yeux. Il n'y a plus moyen de communiquer avec elle sur n'importe quel sujet, c'est la dispute. Elle s'emporte, elle claque les portes, elle hurle. La crise d'adolescence. Non, Émilie, c'est grave, c'est très grave. Regarde ce que j'ai trouvé dans sa chambre. Alors non seulement tu oses fouiller la chambre de ta fille, mais en plus tu me déranges pour un foulard. Mais ouvre les yeux, Émilie, c'est un voile. Voile, islam, terrorisme. Tu perds complètement la tête, mon pauvre Younes. Quand je pense que ma mère a quitté l'Algérie pour ne plus devoir porter ce truc sur sa tête. Ta fille n'est pas ta mère, et puis rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, elle avait les cheveux teints en rouge et un piercing sur la langue. Ah voilà, répondeur, toujours ce foutu répondeur. Kenza c'est papa. Rappelle de suite. C'est une tempête dans un verre d'eau, là. Et toi, si je te disais de porter ce foulard sur la tête? Je ne le porterai certainement pas parce que tu me le demandes. Mais si c'est mon choix, où est le problème? Le problème, Émilie, c'est que notre fille est en train de se radicaliser. Je suis sûr qu'elle lit le Coran en cachette. Je suis sûr qu'elle prie 5 fois par jour. Je suis sûr qu'elle achète des sandwichs halal. Sandwich halal. Elle va partir en Syrie.
À pas même 16 ans épouser un mec qu'elle aura jamais rencontré. Et puis un matin, on aura un appel pour nous dire qu'elle est morte en martyr. On sait comment tout ça se termine toujours. On dit souvent que ma fille est une bombe. Mais de là à ce qu'elle aille se faire sauter en Syrie, j'hallucine complètement. Enfin, Younes, on a quand même toujours fait le pari de l'intelligence, non? Émilie, je t'aime beaucoup, mais parfois ton optimisme me gave. On n'est plus dans la théorie, là. Il s'agit de notre fille. Elle est en danger. C'est ça que ça représente, ce foulard? La marque d'infamie qui range définitivement les femmes et les jeunes filles dans le rang uniforme des intégristes, des fondamentalistes et des radicaux? Mesdames et ces grandes phrases de prof de français. Et tu crois que c'est ça qui va sauver notre fille? Et d'ailleurs, elle devrait être rentrée de l'école. Tu sais où elle est? Tu sais où elle traîne? Tu sais avec qui elle traîne? Elle fait ses devoirs chez Fatima. Fatima? Fatima El Gaour? Est-ce que tu sais que son cousin Marwan a disparu depuis 2 mois? Qu'il est parti rejoindre Daesh? Fatima n'a rien à voir avec Marwan. Tu sais que toute la famille de Fatima a été perquisitionnée la semaine passée au petit matin? Tu sais ce que ça signifie? Tu veux que la police déboule ici, qu'ils emmènent notre fille pour l'interroger? Marwan, Fatima, Kenza, appelle-la de suite, dis-lui qu'elle rentre. Toi, elle te prendra. Elle prendra le téléphone. Vas-y, rappelle. Mais cesse de faire des raccourcis. Kenza n'a absolument rien à voir avec Marwan. Non. Mais elle fréquente sa cousine, qui s'appelle aussi El Gaour. La police aurait vite fait le lien, qu'est-ce que tu crois? De là à ce qu'ils nous traitent comme des terroristes. Elle n'ira plus chez Fatima, je lui interdirai. Tu ne crois pas qu'ils sont suffisamment montrés du doigt comme ça? Vas-y, rajoute-en une couche. Ils vont finir par croire que tout ce qui leur arrive est de leur faute. C'est pas de la nôtre non plus, hein. Je t'interdis d'isoler Kenza de sa meilleure amie. Fatima est dans ma classe. C'est une jeune fille comme la nôtre. Comme la nôtre, justement. Un foulard, Younes, un simple foulard. Ces jeunes filles cherchent un sens dans un monde qui manque cruellement de spiritualité. On est en 2017, Émilie. Et Dieu est mort depuis longtemps, comme dirait l'autre. Quoi qu'en ait dit l'autre, cette question est éternelle, universelle et intime. Mais quel philosophe! Mais quel philosophe! Mais c'est le carnaval des idées au café du commerce. Un conseil, Émilie. Continue tes corrections. Occupe-toi des gosses des autres et oublie la tienne. D'autres s'en chargeront. Aujourd'hui le voile, demain le niqab. Et ce sera de ta faute, Émilie. Et moi, je vais chercher ma fille. Pour quelqu'un qui se dit féministe, bravo! Parfaitement. Je pense qu'aucune femme ne devrait porter le voile. Bande de réacs, bande de terroristes, on les a fuis. Ils nous ont suivis jusqu'ici, ces gros connards. Croyant ou pas d'Orient, d'Occident, vous aimez vraiment décider à notre place, ma parole. Et si Kenza a décidé de porter le voile pour te faire chier, à mon avis, c'est une vraie réussite. Entre deux cultures, elle va finir par trouver un équilibre. Fais-lui confiance. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Elle veut pas de ça dans la famille. Plus de ça, tu veux dire? Ton grand-père était imam, non? Ma mère en a assez souffert. Mais ça, c'est bien terminé. Je me souviens tout l'amour que j'ai vu entre ta mère et son père quand il était en fin de vie. Avec le temps... Ils ont fini par trouver un terrain d'entente et de respect. Je ne comprends pas, Younes. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de tout ça avec Kenza? Elle te pose souvent des questions sur ton enfance en Algérie, sur ta famille, ta culture. Et à chaque fois, tu as l'air tellement mal à l'aise. Oui, tu as raison, je suis mal à l'aise, mais à chaque fois qu'elle me parle d'islam, elle me parle aussi de Palestine, de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan. C'est bien trop compliqué pour moi, je sais pas quoi répondre. J'ai déjà du mal à donner sa date de naissance. Le 11 septembre 2001. Ah, comment as-tu pu? Tu sais le nombre de fois qu'elle-même a dû dire « Mais non, ce n'est pas une blague ».
Réfléchis, Younes. On l'a élevée ensemble. Depuis qu'elle est petite, je lui explique la chance qu'elle a de grandir avec 2 cultures différentes. De quoi as-tu peur? J'ai peur pour elle, c'est tout. Alors parle-lui. De toi, de ton histoire, de tes inquiétudes. Allez, laisse-moi terminer mon travail. Et puis va rapporter ce foulard où tu l'as trouvé. À mon avis, il ne peut y avoir de liberté de pensée sans liberté d'expression. Mais tout ne peut pas être exprimé. Les appels à la haine, au meurtre et au massacre sont inacceptables. En conclusion, je dirais que la liberté de penser ne peut être confondue avec l'autorisation d'exprimer une opinion portant atteinte à l'intégrité d'autrui. Bravo, mademoiselle Fatima El Gaour. Je suis content. Pourquoi? Parce que quand je suis sorti de l'IPPJ, j'ai dit à ma mère et à moi-même, je vais faire quelque chose avec ce qui s'est passé avec la problématique de l'extrémisme. Moi, je garde à l'esprit ce qui s'est passé pour moi. Je dis qu'entre le noir et le blanc, c'est le gris, qu'il faut développer l'esprit critique. Que va faire là-bas un jeune de 18 ans? Tu ne vas pas arriver à changer les choses. J'ai des copains qui sont en Syrie et ils m'ont dit que ce n'est pas la même chose que ce que l'on voit dans les vidéos de l'État islamique et les autres. Pourquoi je les connais? Ils étaient avec moi à l'école. Ils étaient avec moi dans la même vie. Et moi, ces personnes, je ne vais pas dire que c'est un terroriste ou un radical. Je dis c'est une problématique. Jusqu'à 14-15 ans, tous les professeurs me disaient que je suis intelligent. On m'a même dit « Pourquoi tu ne choisis pas chimie au docteur ?» Alors, j'ai changé d'école et j'ai été dans une où je suis le seul Marocain. On est juste des Marocains. Et des Belges, chaque jour, m'ont dit « Va au Maroc, retourne là-bas. » Alors, à force de se faire renvoyer des écoles pour comportements très très rebelles, j'ai plongé dans l'islam. Ça a toujours été comme ça avec moi. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Et le problème, c'est que je ne savais pas ce que je voulais. J'étais rebelle contre tout le monde qui était contraire à moi. Vers 17 ans, je cherche à comprendre. À ce moment, Sharia for Belgium était quelque chose de grand en Belgique. Ils occupaient beaucoup de place dans les médias. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes? Pourquoi ils crient? Pourquoi ils ne sont pas contents avec la démocratie? Et je cherche au nom de mes croyances, au nom de l'islam, mais je ne sais toujours pas quoi. Mes amis n'ont pas de travail parce qu'ils ont une barbe. Ma femme ne peut pas mettre de burqa. Qu'est-ce que je fais ici en tant que musulman? Tu as l'impression que la société dit non alors que l'islam dit oui. Tu te sens mal. Tu as 2 choix. Soit tu t'adaptes, comme dit l'extrême droite, accepter ou dégager, ou le deuxième choix est de te trouver une nouvelle identité. Il y a le chemin normal et puis le côté extrême. Le besoin de recherche d'identité, c'est là que tu commences à rentrer dans une forme de trou noir qui n'est pas dangereux en soi, mais où tu dois te faire soutenir. Moi, je n'ai pas tourné le dos à ma famille pour tout, mais j'ai dit à mes parents, vous n'êtes pas trop démocrate, mais vous êtes un peu trop moderne. Il y a certaines choses de l'islam que vous avez laissé tomber. Mais j'ai fini par ne plus écouter ni l'imam, ni les parents, parce que je considérais qu'ils avaient une approche trop moderne de l'islam. Par exemple, si un enfant se laisse pousser la barbe et qu'il met les vêtements traditionnels, les parents disent « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Alors que quand je lis le Coran, justement, on insiste sur le fait que suivre la tradition est quelque chose de très positif. Mais ce problème n'existera pas si nos parents nous avaient appris l'islam quand on était petit. Dire comment on va prier, comment on va écouter. Non,
C'est une obligation de l'islam qui a disparu aujourd'hui. En 2015, quand les Russes ont bombardé en Syrie, j'ai vu une vidéo. C'était live. C'est vraiment une confrontation à la réalité, à la vérité. J'ai beaucoup pleuré. Ça touche beaucoup mon cœur, même maintenant. Je ne pouvais plus être ici pour travailler à l'école, alors que là-bas, chaque jour, il y a des morts. Le plus difficile, je me suis dit, est que je vais laisser ma mère. Mais ici, elle est encore libre et en sécurité, et là où je vais être, je vais aider des mères qui ne sont pas en sécurité. En 15 jours, ça a été vite, j'étais à l'aéroport. Les autorités de Charleroi ne m'ont pas laissé passer parce que j'étais dans une liste de jeunes pour partir en Syrie. À l'IPPJ, j'ai pensé pour une deuxième fois à y aller. J'étais encore plus radicalisé. Pourquoi ? J'étais frustré. J'étais encore plus isolé. J'ai dit, je fais quoi ici ? Je veux un projet. Tu me comprends ? Mais vous ne me donnez rien. J'aurais eu besoin d'un théologien, un imam qui sait, qui a étudié des choses dans l'islam, qui va m'expliquer. Quand tu vas chercher quelque chose dans l'islam, c'est comme une mer. Tu ne sais pas plonger et dire, ici c'est ok, là-bas non. À chaque fois, tu ne sais pas comment est la profondeur. La seule question qui est posée à des jeunes comme nous, c'est « T'es encore en rapport avec l'État islamique ?» « Oui, ok, bye. » « Non, ok, tu mens. » Prochaine fois, prochain jour, « T'es encore pour l'État islamique ?» Tu dis non, tu mens. Il y a toujours des punitions pour des jeunes comme nous, mais il n'y a personne qui a pensé les questions. Pourquoi ? Pourquoi ces jeunes ? Qu'est-ce qu'il veut ? Chaque mois, quand je voyais le juge, il disait « Toi, tu changes, mais pas positivement, tu changes en pire. » J'ai dit « Ouais, quand t'as pas le médicament pour quelqu'un qui est malade, ne crois pas qu'il va guérir. » Mais entrez, qu'est-ce que vous attendez? Oui, c'est moi. Oui. Les commandes, Monsieur Peters, je suis au courant. J'ai appelé, je vais rappeler Monsieur Peters. Dites Monsieur Peters, là je suis en réunion. Il y a l'inspecteur de maths qui vient aussi ce matin. Je suis occupée. Pas maintenant, Monsieur Peters. Oh, mais quelle rentrée, hein. Entre le pacte d'excellence, la réforme des titres, les commandes de Monsieur Peters. Vous nous avez convoqués. Oui, on met sa tête. Monsieur Descamps, vous connaissez Mohamed El Khoury? Un élève de la 4e C. Oui, un élève de la 4e C. Bon, écoutez, je ne l'ai pas rencontré personnellement. J'ai pu consulter son dossier personnel. Les notes sont excellentes. Le problème, c'est que fin d'année scolaire, l'an passé, il a crié à l'Akbar. Mais dans la cour de récréation, c'est quand même pas rien tout de même. Et vous allez me faire perdre mon temps avec ça, madame la directrice? Je sais pas moi. Des enfantillages, peut-être. De la provocation, sûrement. On prévenir dans toutes les écoles, tous les jours, pour ça, maintenant. Moi, je vais vous dire, hein, tant qu'il se limite à crier dans la cour de récréation, on est tranquille. Et vous, Monsieur Dali, vous avez remarqué un changement de comportement chez Mohamed? Non, et c'est la 4e année que je l'ai en classe. C'est un élève qui aime participer au débat, qui est bienveillant envers autrui. Oui. Puisse Dieu vous entendre, Monsieur Dali. Inch'Allah, madame la directrice. Et vous, Monsieur Descamps, rien à signaler? Alors moi, madame la directrice, je vais vous dire, hein, c'est bien simple. Je ne sais même pas de qui vous voulez parler. Des élèves, j'en vois des tripotés toutes les semaines. J'ai perdu le compte du nombre des écoles que je dois visiter. Rien que dans la vôtre, hein, allez, 700 élèves, 34 nationalités différentes.
Alors moi, un Mohamed par-ci, un Mohamed par-là, c'est kiff-kiff pour Rico. J'ai l'impression qu'ils n'ont qu'un seul prénom pour les garçons, moi, chez les musulmans. Bon, bon, asseyez-vous d'abord, hein, c'est mon bureau ici. Ben, je vous rappelle qu'on a quand même 49 Thomas dans l'établissement, ce n'est pas rien. Non, et je ne sais pas pourquoi, eux, j'ai l'impression que je les reconnais tous et ça me choque moins. Écoutez, je vous ai convoqué aussi parce que j'ai trouvé ceci ce matin dans mes mails. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, c'est une capture d'écran de l'ordinateur de Mohamed El Khoury. Des propos qu'il diffuse sur son blog. Ça c'est fort, mais qui vous les a envoyés? Ah, ça, j'en ai rien à faire, c'est les propos qui sont scandaleux. Vous les avez lus? Ah ben effectivement, j'aurais bien fait de m'abstenir. Oui, c'est moi, Monsieur Peters, la belle surprise, oui, les commandes. Écoutez, Monsieur Peters, là, je suis occupée, je suis en réunion. Pas maintenant. Et alors? Madame la directrice, vous êtes bien sûr qu'il s'agit de Mohamed El Khoury? Ah ben sans aucun doute. Bah lisez, Monsieur Dali. Ça c'est pas régulier, cela relève de la vie privée de l'élève. Oui, eh bien moi je suis la directrice ici, c'est ma responsabilité. C'est-à-dire c'est-à-dire l'image de l'école et ma réputation, parce que s'il se passe quelque chose et que nous n'avons rien fait... Écoutez, ce ne sera pas de ma faute, et ce ne sera pas non plus la faute du centre PMS. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Ah mais je compte appeler la police, je n'ai pas le choix, parce que je vous dis pas les idées qu'il véhicule, hein, ce Mohamed. Alors, il dit qu'il n'aura jamais sa place en Belgique, même s'il réussit à l'école, parce que c'est écrit sur son visage, et qu'il le voit à travers le regard des gens. Mais c'est quoi ce délire? Madame la directrice, des questionnements d'un jeune qui se cherche dans un monde complexe. Ça, je n'en suis pas sûr, Monsieur Dali. D'autant plus qu'il parle de vous. De moi? De vous. Il dit que grâce à vous, il a une nouvelle image de l'islam, que vous avez raison de dire qu'Allah est le plus grand, que la seule règle de suivre sa voie, mais qu'est-ce que vous lui avez mis dans la tête? Je parle de sagesse, madame, de tolérance. Enfin, ouvrez les yeux, Monsieur Dali. Je ne veux plus vivre dans ce pays de mécréants, je vais rejoindre mes frères, me marier avec une sœur, et repeupler les terres d'islam. C'est le Moyen-Âge, mais lisez, Monsieur Decamp, et dépêchement. Madame la directrice, on peut avoir des points de vue différents sur les choses, mais vous ne trouvez nulle part dans mes cours des incitations à se marier quand on est encore mineur, ou alors à épouser des idéologies qui sont par ailleurs aux antipodes de ce que nous apprend le Coran. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer, madame la directrice? Que c'est moi qui radicalise les jeunes? Quant au Moyen-Âge, si vous n'êtes pas, eh bien je ne suis pas non plus. Bon, ouais, ça suffit là. Bon, vous d'abord, asseyez-vous. Moi, je dis que cet enfant est perdu, que l'école est en danger, il faut faire quelque chose avant que le malheur ne s'abatte sur cet établissement. J'appelle la police, je n'ai pas le choix. Bon. Oui? C'est encore vous, Monsieur Peters? Mais Monsieur Peters, pour les commandes, je vous l'ai déjà dit, il faut appeler Monsieur Mertens avec 2 E comme dans Peters. Je sais plus où j'en suis, hein. Il faut faire quelque chose, hein. Il faut réagir, hein, avant qu'il se passe quelque chose dans notre établissement, hein. C'est les parents qui vont être contents. Quand ils vont apprendre que l'on protège les jeunes radicalisés... Moi, je suis désolé les gars, mais on peut se calmer? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, au moins là-bas, on me comprendra, on m'acceptera. Il faut faire quelque chose, c'est l'enfer en Syrie. Ils tuent des bébés, des enfants, des familles. Pourquoi le monde entier reste là sans rien faire? Jusque-là, il a raison. J'en ai assez de cette famille. On me prend toujours pour un gamin, on me surveille pour tout. Quand je pose des questions, au lieu d'essayer de m'aider à trouver des réponses, on me dit que c'est pas bien de demander ça. Je suis adulte. Je veux vivre une vraie vie de musulman. Aider ceux qui souffrent. Je veux me battre pour empêcher les enfants de mourir. C'est un adolescent avec un idéal. Je préfère aller là-bas que de rester ici. Tu croises tous les jours des soldats qui ont l'air de croire que tu dois dire merci de vivre dans leur pays. C'est mon pays aussi. Je ne ferai jamais exploser personne. Il y a bien trop de morts comme ça dans le monde. Finalement, à part l'orthographe, je trouve que c'est plutôt rassurant. Et qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je peux pas faire comme si j'avais rien reçu dans mes mails. Parce que si Mohamed part rejoindre ses amis en Syrie et qu'il se passe quelque chose, eh ben, je serai accusé de complicité. Et là, ce sera fini de ma carrière. Et si je tombe, Monsieur Dali, vous tombez aussi, je ne sais pas comment, mais je vais m'arranger. Dites, madame la directrice, la peur vous aveugle, là, hein? Vous êtes en train de faire une montagne avec un incident. Et l'image de l'école, qu'est-ce que j'en fais? Bon. Soit, je le vire sans faire de bruit. Soit, je le signale comme jeune radicalisé. Je fais appel au service de l'aide à la jeunesse, à la cellule antiterroriste. Je fais venir la police à l'école, je n'ai pas le choix. Excusez-moi, madame la directrice, mais je vous rappelle que ce jeune, avant d'avoir des devoirs, il a des droits.
Et qu'avant de faire rentrer les autorités dans l'école, peut-être qu'on pourrait d'abord faire rentrer les parents. Ah, mais les parents, ça sert à rien. Hein. Mais qu'est-ce qui vous fait dire un truc pareil maintenant? Bah, ils viennent déjà pas en réunion. Ça, c'est un peu court comme raisonnement, madame la directrice. La première chose à faire serait peut-être d'entendre Mohamed. Ah, ne me dites pas, madame la directrice, que vous n'avez pas encore entendu Mohamed El Khoury dans cette affaire. Et vous croyez que ça à faire? Entre le pacte d'excellence, la réforme des titres, monsieur Peter, ça c'est comment? L'entendre et l'écouter, madame la directrice. Bah, vous ici, vous avez le bon rôle, hein? L'entendre et l'écouter. C'était le mois de Ramadan. Je me suis engagé à lire le Coran entièrement. On passait notre journée à la maison et en parallèle, j'étais connecté sur Facebook. C'était 1 ou 2 semaines après l'autoproclamation du califat au Moyen-Orient. Je suis tombé sur des sourates et des versets qui expliquaient des sujets de guerre à l'époque du prophète. Et moi, je ne comprenais pas trop. Enfin, ce n'est pas que je ne comprenais pas, mais je ne savais pas. Il y avait des interprétations, des contextes, et puis c'était vraiment complexe. Je rendais les choses simples. Il est dit ça, il faut faire ça. Il est dit ça, il faut faire ça. Je me disais, ah, ce sont des gens qui s'y connaissent sur le sujet. Enfin, ce n'est pas qu'ils s'y connaissent sur le sujet, mais ce sont des gens qui ne nient pas le sujet, qui s'intéressent à ce sujet-là. Au début, je me posais des questions. Je recherchais. Et pour moi, c'est normal. Ouais, pourquoi en Syrie est-ce qu'il y a cette guerre? Vous voyez? Bon, c'était aussi des questions qui allaient plus loin. Tu sais pourquoi l'État islamique, il a décapité? Toutes les personnes à qui j'en parlais, elles m'ont déçu pour dire la vérité. C'est comme si c'était un sujet tabou et ça ne devait pas l'être. C'est comme s'ils avaient peur d'aborder ce sujet-là. Et lorsque les gens rejetaient mes propos, quand j'ai commencé à me radicaliser, alors que je ne savais rien, moi ça m'enfonçait encore plus. C'est vraiment une des pires choses qu'on peut faire avec quelqu'un qui se radicalise. Sans avoir honte de rien, je me suis carrément affiché sur Snapchat avec le drapeau, en disant que c'était bien. Et tous les projets qui sont de vouloir étudier, de vouloir aller loin au niveau du sport, de la religion, eh bien tout ça, ça part. Comment dire, on n'a plus envie, on n'a plus de motivation. On est là que pour aller mourir, quoi. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais le fait que je supporte leur discours, c'était plusieurs événements. Je n'écoutais pas la musique et ils mettaient des anachides. Ce sont des chants sans instrument, mais pour quelqu'un qui n'écoute pas la musique, ces chants-là, ça peut, je ne sais pas comment expliquer, nous mettre dans une sorte d'illusion. Et petit à petit, on commence à voir des exécutions, puis plus tard des décapitations. Et comme ça vient au fur et à mesure, ça commence à apparaître sur l'ordinateur comme des choses normales, quoi. On ne s'en rend pas compte. C'est vraiment beaucoup de choses qui sont venues en un mois. En fait, la même année, j'étais dans une classe où la plupart des gens ne s'intéressaient pas à ces sujets-là. Je n'étais pas dans une école où je connaissais presque tout le monde. Donc j'étais renfermé un petit peu sur moi-même. Quand j'étais seul à la maison, j'étais souvent en contact avec des gens sur Internet. Enfin, ce n'est pas comme si j'étais seul, je me sentais avec eux en même temps. Ils étaient tous à l'étranger. Tout était virtuel. Ça a vraiment duré peut-être 3-4 mois. Et puis il y a eu une personne qui me mettait la pression, qui a sûrement eu des problèmes, qui a disparu. Quand elle est partie, je n'avais plus l'impression qu'elle était derrière moi pour faire ce voyage. C'était plus la pression qu'on me mettait derrière qui m'a donné envie de partir. J'ai enlevé les j'aime des pages qui étaient pour cette organisation. J'ai supprimé tous les amis qui étaient pour. Je ne les voyais pas encore comme un groupe qui était capable de tuer 130 personnes en France par un attentat ou bien écraser tout le monde avec un camion. Et comme je n'étais plus trop en contact, j'ai plus suivi ma pensée à moi-même, ma conscience à moi-même. L'esprit critique, je l'avais déjà eu avant de me radicaliser. Mais je n'ai pas utilisé mon esprit critique dans ma pratique religieuse, dans ma recherche de sciences religieuses, parce que j'étais plus quelqu'un qui était... J'obéis et je dis rien. J'étais comme un esclave vis-à-vis de son maître. C'est aussi lié à un manque de transmission, de connaissances basiques de la religion. Pour quelqu'un qui s'intéresse à la religion, c'est vraiment ça le problème numéro 1.
En fait, quand on veut apprendre un sujet, il faut d'abord apprendre comment l'apprendre. Comme si par exemple, je lisais un livre, il faut bien lire les chapitres qu'il y a avant et bien suivre les étapes avant de rentrer dans le plus précis. Je trouve que c'est le plus important à voir. Le fait d'être conscient qu'on n'apprend pas n'importe comment, qu'on n'écoute pas n'importe comment, sur Internet ou pas, à travers des cours ou pas, tout seul, oui ou non. Je ne peux pas vivre comme ça toute ma vie, en parlant sans rien savoir. Dieu a dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. C'est aussi pour mon bien-être à moi, pour mon image envers les gens, pour beaucoup de choses. Vous comprenez tout ce que je dis? Mon avenir, je le vois avec des études, beaucoup d'années d'études. Je ne vois pas ces années comme de la souffrance, je vois ça comme de la passion, puisque c'est ce que je veux faire. Ça, c'est mon regard que j'ai vis-à-vis de moi. Mais le pire, c'est le regard que les gens ont. Ça, c'est vraiment un regard pas facile. Je pense qu'il y aura toujours un point de méfiance que les gens auront vis-à-vis de moi. Je pense que ça ne sera jamais comme c'était avant.